On se retrouve sur le Salon de la Photo avec une émission spéciale sur les avancées technologiques et les rapports justement avec la photographie. Quels sont les impacts? On voit tout de suite ces points avec mes invités. Bienvenue sur Love Light. Émission spéciale pour plonger au cœur de la révolution technologique. Énormément d'avancées depuis ces dernières années, que ce soit au niveau du semi-conducteur ou tout simplement au niveau des logiciels. J'ai avec moi pour en parler sur ce plateau trois personnages de trois générations très importantes dans le monde de la photo. On a d'abord deux fabricants. Je commence avec Fabrice Abuaf. Fabrice, tu es chef produit chez Sony. Bonjour. Oui, bonjour Alex, ça va bien? Très très bien, merci. On va voir avec toi un ensemble... On va dire les dernières innovations qui ont été faites, par exemple au niveau des capteurs, au niveau de l'autofocus, tout ça grâce aux avancées technologiques. On revient là-dessus juste après. Ça marche. À mes côtés, Jules Azeli, Fujifilm, expert technique. Bonjour Jules. Bonjour, merci d'être présent aujourd'hui. Alors avec toi, on va parler d'une particularité qui se trouve dans la gamme notamment de toute la série Fujifilm. Ce sont les simulations de pellicules. Et c'est vrai que grâce aux avancées technologiques, on va pouvoir voir un peu comment ça a évolué. À mes côtés également, Jean-Marc Alexia, VP Product Stratégie. Hein, c'est ça à chaque fois, je le mange. Alors, toi, tu représentes la société DxO. Tu es chez DxO. Tout à fait. DxO, un éditeur français. Avec une suite logicielle et notamment dans cette suite logicielle, forcément des algorithmes, forcément une avancée technologique. Alors, moi ce que je propose, c'est qu'on va d'abord commencer avec toi Fabrice, pour avoir un petit peu ta vision chez Sony. Comment tu as vu évoluer la technologie et puis aujourd'hui, on va faire un petit état de l'art et un petit point, on en est où? Alors, Sony, c'est d'abord un fabricant et on va dire un opérateur de capteurs, forcément. Comment ça s'est passé, les évolutions, et qu'est-ce que ça a permis aujourd'hui de trouver comme fonctionnalité qu'on n'avait pas, par exemple, avant? Alors c'est un peu compliqué de te refaire l'histoire depuis le début des capteurs, mais c'est vrai que on est fabricant de capteurs, on fabrique des capteurs pour tout, pour les véhicules, pour les smartphones, pour les appareils photo. Et c'est vrai que l'évolution des capteurs, on l'a vu parce que en passant du film au capteur d'image, on s'est rendu compte que le capteur pouvait faire beaucoup plus de choses. On voit qu'aujourd'hui, dans les véhicules, le capteur, qu'est-ce qu'il fait? Il dirige la voiture en reconnaissant les lignes, il freine avant vous quand il y a un piéton qui passe. Voilà. Donc le capteur, dans un appareil photo, on va lui faire la mise au point, ce qu'on ne faisait pas avant. Et il est très performant. Et avec l'évolution des capteurs, de leur rapidité, on va voir qu'on va pouvoir aussi faire de la reconnaissance de formes, d'objets, d'animaux. Donc on reconnaît les visages. Alors on ne fait pas que reconnaître les visages, on les modélise. Pour avoir, on fait l'axe des yeux, de la bouche, du nez, et donc on ne reconnaît pas les yeux, mais on sait où sont les yeux, même si vous avez les yeux fermés. Et là maintenant, on fait mieux avec l'IA, c'est-à-dire qu'on va reconnaître le corps entier. Donc on a un processeur qui fait que ça, donc même si le sujet est très loin, on le modélise dans sa démarche, dans sa dynamique. C'est vraiment les petits pantins des accès qu'on voit. Donc comme on fait ça, ça veut dire qu'on reconnaît les sujets très loin, de très loin, on peut les suivre très vite. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on fait aussi les animaux, les oiseaux, avec le même principe. Et pour compléter ce qu'on disait dans les avancées technologiques, c'est la rapidité des capteurs. Mais si on met un caillou devant, comme on dit dans le jargon, un objectif qui n'avance pas, qui n'a pas l'électromécanique qui suit, ça ne marche pas. C'est-à-dire, c'est pour ça que tous les ingénieurs chez Sony, ils se discutent beaucoup entre eux. Et donc, on a en fait une ingénierie spécifique sur les moteurs linéaires, sur les moteurs XD, sont des moteurs autofocus sans contact magnétique. Donc en fait, les lentilles qui se déplacent pour faire la mise au point, elles sont sur des rails. Et derrière, il y a deux moteurs sans contact qui permettent de déplacer le bloc optique. Et comme ces moteurs sont très puissants et tout petits, disons qu'on n'est plus contraint par avoir un énorme bloc pour faire la mise au point, mais on peut le mettre n'importe où dans l'optique. Donc on a des formules optiques qui sont complètement nouvelles. Des formules optiques meilleures, les objectifs sont plus légers, les systèmes autofocus sont beaucoup plus rapides, donc ça veut dire typiquement avec l'Alpha 9 Mark III qu'on vient juste de sortir, on peut avoir un suivi du sujet en mouvement avec une rafale une rafale photo, j'entends, jusqu'à 120 images par seconde. Voilà. C'est ça, on va dire, la promesse d'une image nette dans quasiment toutes les circonstances. Il y aura toujours des fois où ça ne marchera pas, mais globalement, de plus en plus, on est surpris d'avoir une image floue aujourd'hui.
tellement la performance de l'autofocus, de l'électromécanique et de l'algorithme est fort, quoi. Et cette performance, elle est due forcément avec l'avancée et la fréquence des microprocesseurs qui tournent à l'intérieur, avec cette fameuse loi de Moore qui, alors maintenant, ça y est, on n'y est plus. Le principe, c'était dans les années 70, il avait dit, Monsieur Moore, inventeur d'Intel quand même, fondateur d'Intel, la vitesse de calcul est multipliée par 2 tous les 18 mois. Ça, c'est la loi de Moore. Et aujourd'hui, on arrive à quelque chose qui devient quasiment exponentiel. Et c'est vrai que ça y est, avec notamment le fait de pouvoir graver en 3 nanos, on obtient des vitesses stratosphériques. Et justement, effectivement, comme tu viens de le dire, Fabrice, des traitements beaucoup plus rapides. Ouais. Alors plus que ça, en fait, dans nos boîtiers aujourd'hui, on a, quand on a la puce, le chipset dédié pour ce qu'on appelle l'IA, alors il ne faut pas avoir peur de l'IA chez Sony. L'IA chez Sony, c'est quelque chose qui est préparé en laboratoire, qui va toujours fonctionner de la même façon et qui sert l'autofocus. Mais on va avoir 2 processeurs pour gérer l'encodage vidéo, la gestion flux photo, l'affichage du menu. Et comme on ne veut pas surcharger ce processeur-là, on en a fait un de plus uniquement pour l'AF. Donc sur une fiche technique, on ne voit pas trop la différence. Dans la réalité à l'usage, on voit beaucoup la différence puisque l'autofocus reste un point extrêmement fort chez Sony. Et après, ce sont les capteurs, leur dynamique, leurs aptitudes à monter en ISO, à restituer les bonnes couleurs. Mais je passe la main. Tout à fait. Alors c'est très bien parce que tu parles de couleurs. Et moi, forcément, je me retourne vers toi, Jules. Forcément, puisque dans toute la série Fujifilm, depuis bien longtemps, il y a ces fameuses simulations de pellicules qui sont implémentées directement dans l'appareil photo et qui vont permettre de pouvoir donner la possibilité à l'utilisateur d'un des appareils Fuji de simuler ces fameuses pellicules argentiques que Fujifilm fabriquait à l'époque. C'est bien ça. C'est exactement ça, tu as quasiment tout dit en fait. C'est-à-dire que Fujifilm, vous avez tous connu les pellicules Fujifilm en argentique. C'est quelque chose qui a accompagné toute la démarche de Fujifilm dans la création de cette gamme d'appareils photo numériques hybrides, que ce soit sur la série X ou GFX, donc peu importe la taille de capteur. C'est vraiment une color science qu'on a développée tout au long de notre histoire, qu'aujourd'hui on arrive à restituer en numérique. Elle est là pour 2 choses, c'est-à-dire qu'elle est là pour qu'on puisse retrouver le grain et le charme de ce qu'on a pu avoir sur toute la période argentique, et elle est aussi là aujourd'hui pour faciliter l'utilisation en fait de nos produits, pour faciliter tout le process de post-production qui aujourd'hui se fait en partie à l'intérieur du boîtier directement. On a de manière générale de plus en plus de problématiques d'identité photographique avec la normalisation en fait des styles, des looks qu'on peut avoir aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Ça permet à la fois à tout un chacun de partir d'une base colorimétrique qui lui plaît et ensuite de l'affiner, de la personnaliser pour avoir un résultat qui correspond à chaque utilisation et à chaque besoin photographique. Alors une chose importante, toujours pareil, grâce à ces microprocesseurs qui ont une cadence, une fréquence de plus en plus rapide, il y a donc des traitements en temps réel qui peuvent être faits. Et je pense notamment à cette application de filtre, y compris sur de la vidéo. Alors absolument, aujourd'hui c'est pareil dans un esprit de démocratisation de la colorimétrie. On a aussi récupéré l'héritage qu'on avait par rapport à la pellicule de cinéma, je pense particulièrement à l'Eterna. L'Eterna aujourd'hui c'est une simulation de film que vous pouvez appliquer en photo ou en vidéo et qui va vous permettre en fait de faciliter votre étalonnage pour derrière n'avoir plus qu'à vous occuper du grading. C'est-à-dire d'avoir une image qui est relativement flat sans passer par tout un process de log et qui vous permet d'avoir une image exploitable assez rapidement en fait. On va revenir là-dessus. Un autre point, je me tourne vers toi, Jean-Marc. Tu as au sein de DxO des développeurs, forcément. Donc le code, ça connaît, c'est énormément utilisé puisque vous êtes un éditeur de logiciels. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment toi tu as vu, puisque tu es VP en plus avec ce côté très technique, comment s'est passée l'évolution sur les 10 dernières années au niveau par exemple du traitement. Alors j'aime prendre toujours ce traitement qui est pour moi très 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 important chez DxO, c'est ce fameux Deep Prime qui permet en fait d'une manière très rapide. Je vais te laisser en parler en fait, c'est mieux. Alors Deep Prime, son nom vient du Deep Learning. Donc chez DxO on utilise aussi de l'IA. Alors on aime à dire qu'on utilise l'IA pour le côté intelligent, pas pour le côté artificiel. Et l'idée qu'il y a derrière Deep Prime, c'est d'entraîner des réseaux de neurones à distinguer à travers le bruit et à travers la structure du capteur, donc ça peut être une matrice Bayer ou une matrice Extrans, on va être capable de discerner l'information et de relocaliser les bonnes couleurs aux bons endroits, tout ça à travers le bruit. Donc on va révéler l'information à travers un fouillis
qui provient des très hauts ISO. Donc on permet en quelque sorte, grâce à l'IA, d'aller au-delà des limites physiques que le photographe s'inflige, en quelque sorte, en disant moi, mon capteur, j'irai pas au-delà de 6400 ISO. Et bien, grâce à ça, on va gagner jusqu'à 3 stops, puisqu'on a réussi, avec une base de données qu'on a collectée depuis 20 ans, puisque ça fait 20 ans que DxO caractérise à la fois les capteurs et les optiques. On a ces couples de fonctionnement. On va bientôt atteindre les 100 000 combinaisons d'optiques et de capteurs. Grâce à ça, on a une base de connaissances inouïe, inégalée. Personne d'autre n'a fait ça. Et on ne savait pas qu'on allait le faire. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, l'idée, c'était simplement de corriger les optiques. Quelques années plus tard, ça a été de corriger les capteurs, puis ensuite d'associer les deux. Et il y a 5 ans, lorsqu'on a commencé à rechercher le futur du denoising et surtout du dématrissage, puisque les deux vont de pair et sont simultanés dans notre réseau de neurones, on s'est rendu compte qu'on avait une mine d'or entre les mains, et on a entraîné nos réseaux de neurones grâce à ça pour obtenir des résultats aussi performants. Alors, je t'interromps, on va faire un tout petit peu de pédagogie, à la fois pour le public qui est présent et puis pour les auditeurs de Lovelight. Je vous rappelle que vous pouvez trouver cette émission et plein d'autres émissions sur à la fois YouTube, bien entendu, sur la chaîne Lovelight, mais également sur la plateforme TV, lovelight.tv sur le net, qui est en fait une chaîne en continu et qui arrive très prochainement sur les box et sur Molotov, et avec plein de tutos. Et notamment dans cette partie-là, on essaye de faire comprendre, il y a des mots que tu as dit. Tu as parlé de matrice de Bayer, tu as parlé de la X-Trans, tu as parlé également de dématrissage. On va faire un très rappel très vite. Alors, je vais peut-être me retourner vers toi, oui, Fabrice, juste pour, en quelques mots, que tu nous expliques en fait cette fameuse matrice de Bayer, comment en fait la lumière arrive sur le capteur et finalement comment les couleurs sont finalement triées. C'est ce qu'on appelle la matrice de Bayer en quelques mots. Alors, matrice Bayer ou matrice que tu as sur Fuji en X-Trans, de toute façon, la base est la même. Ça fonctionne comme l'œil. D'accord ? Donc, on va avoir des systèmes de micro-lentilles, un peu comme voilà, notre cornée, qui va essayer de ramener le maximum de lumière pour chaque pixel. Et après, bon, forcément, on n'a pas encore de technologie, ou en tout cas, ça n'a pas forcément été éprouvé à fond, comme l'œil, c'est-à-dire où on va pouvoir voir les lumières, les couleurs, toutes de façon empilée. Donc là, on va se répartir sur un carré, par exemple, de pixels en Bayer. On va prendre 2 pixels qui vont être en vert, et un rouge et un bleu. Et après, derrière, toute la partie voilà, dématrissage, ben c'est cette matrice-là qu'il va falloir reconstruire, c'est-à-dire là où il n'y a pas de vert, il va falloir en créer, là où il n'y a pas de rouge ni de bleu, il va falloir en créer. Donc ce boulot-là, il est essentiel, et c'est dans l'appareil, il est essentiel, et puis dans le logiciel aussi, il est essentiel. Et c'est pareil aussi sur X-Trans. Oui, on va pas. Justement, il y a Bayer et X-Trans. La petite différence, chez X-Trans, ils se sont dit la répartition des couleurs, des 4 couleurs, effectivement 2 verts, un rouge, un bleu, crée malheureusement du moirage dans certains cas. Et c'est là, je crois que X-Trans a dit, eh bien nous, on va faire quelque chose d'aléatoire, comme ça, on n'est pas embêté. Alors, aléatoire, pas tout à fait, mais avec une répartition un petit peu différente. En fait, on évite justement ces problèmes d'interférence électromagnétique, qu'elles soient additives ou soustractives, pour éviter tous ces artefacts qui sont dus à l'interprétation en fait, de ces conflits au niveau des longueurs d'onde. Et du coup, la matrice X-Trans, à l'arrivée du X-Pro 1 en 2012, nous a permis de retirer le filtre passe-bas et du coup de gagner en sensibilité. Et du coup, malgré le fait d'avoir un capteur qui était plus petit que le marché du plein format, d'arriver assez rapidement à des sensibilités qui sont similaires. Bon, ça reste quand même, que ce soit Bayer ou X-Trans, il y a quand même un niveau qui est très équivalent, il faut quand même le préciser. Juste quand même pour confirmer, l'aliasing n'est pas forcément dû à la matrice elle-même. C'est dû au fait qu'un capteur, c'est une grille de photosites et qu'elle est systématique. Donc elle vient aussi de ça. Après, c'est l'histoire de l'algorithme logiciel de reconstruction qui permet de supprimer l'aliasing. Voilà, les photosites, c'est la sensibilité qui est derrière justement chaque couche de couleur. C'est le réceptacle finalement de la lumière qui arrive et c'est ce qui permet aussi effectivement de définir les ISO, la montée en ISO. Justement, plus il y a de photosites, c'est souvent comme ça d'ailleurs, et bien moins la montée en ISO est possible puisque à un moment donné, c'est les principes des vases communicants. C'est la logique. Hein. Sur une même surface, si on a 60 millions de petits puits, ils vont être plus petits. Si sur la même surface, on a 12 millions, ils vont être plus gros. Et naturellement, il y a quand même une logique technique qui fait que si c'est plus gros, je peux laisser rentrer plus de lumière. Ça ne change pas. C'est pour ça aussi, dans notre gamme, on a du 12 jusqu'aux 60 millions. Parce que voilà, tous les photographes et vidéastes n'ont pas forcément les mêmes besoins. Alors, je reviens à toi, Jean-Marc, puisque
tu étais en train d'expliquer justement ce fameux dématrissage. Donc le dématrissage, c'est on va mettre une valeur numérique sur chaque photosite et on va reconstruire en fait l'image de cette façon. Donc tu nous expliquais effectivement que DxO, vous avez un modèle depuis plus de 20 ans et vous avez énormément de modèles finalement pour pouvoir arriver avec l'IA à déterminer finalement quelle est la bonne couleur, quel est le bon contraste et la bonne luminosité peut-être aussi, je ne sais pas, par rapport à une position donnée. C'est bien ça? C'est ça. Alors l'idée, pourquoi est-ce qu'on utilise de l'IA? C'est qu'à un moment donné, l'ingénieur qui crée un algorithme et qui est censé réconcilier ce qui provient d'un appareil par rapport à une scène connue, il atteint ses limites, l'ingénieur. Il ne sait pas développer comme ça à l'infini et trouver des algorithmes. Et la force de l'IA, c'est de pouvoir laisser le réseau de neurones créer ce pont entre ce que je vais appeler un fouillis. Alors, je sais que les fabricants font leur mieux pour obtenir l'essence de l'information avec des super optiques, avec des super capteurs, une très bonne électronique interne également, puisque une bonne partie de l'algorithmique est embarquée au sein du boîtier. Mais au-delà de ça, quand on shoot en RAW, ça va être peut-être un autre terme technique qu'on va décortiquer tout à l'heure, quand on shoot en RAW, on a cette information encore matricée. Donc chaque pixel est indexé avec une couleur, comme l'expliquait Fabrice. Et l'idée du recours à l'IA, c'est de pouvoir lui montrer une scène parfaite, qui est une scène de laboratoire, shootée avec un appareil, quel qu'il soit, avec les biais de l'appareil. Et plus on va soumettre à l'IA ces couples, résultats parfaits, copies rendues par l'élève, plus l'IA va pouvoir créer une formule tout terrain, tout cas, qui va être capable, quelle que soit l'image en entrée, et même si c'est une copie toute pourrie, de réaliser une image la plus parfaite possible, en tout cas la plus proche de la perfection théorique. Oui, c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on prend par exemple Photolab, qui est votre outil principal chez DxO, donc cette fameuse option Prime, vous avez de la texture finalement qui est capable d'apparaître alors qu'au départ, on a des artefacts. On va révéler. Alors j'aime beaucoup ce mot-là, depuis quelques jours, ça me travaille beaucoup. Révéler, c'est un terme qui est quand même intéressant, puisque ça parle argentique aussi. Et on va révéler l'information. Il faut imaginer un brouillard, on peut même parler de ça, un de-hazing, donc lever un voile atmosphérique. On a ce voile, il y a du bruit, il y a pourquoi pas des moustiques dans le champ. Et ben on va pouvoir supprimer cette couche-là pour aller chercher l'information. C'est ça que l'on fait. Alors, tu as cité Prime. Il y a eu Prime il y a quelques années. Maintenant, on est dans la génération Deep Prime XD, Extreme Detail. Et puis, on a même le XD2, maintenant S, puisqu'on continue d'affiner. Il faut bien comprendre que la technologie, en tout cas à base de réseaux de neurones, elle continue d'évoluer. Plus on a du temps, plus les réseaux de neurones apprennent. Donc, on joue contre le temps, on essaye d'aller de plus en plus vite, on utilise désormais, on achète des clusters avec des processeurs extrêmement puissants. Nvidia d'ailleurs en ce moment va très bien grâce à ça, tout le monde investit dans ce type de cluster. Alors on en a chez DxO, c'est un peu inédit, mais ça nous permet de continuer 24 heures sur 24, là pendant que je vous parle, on consomme des kilowatts d'électricité, à continuer à apprendre, soumettre de nouveaux cas de figure. Ça peut être un capteur tordu avec une matrice qu'on ne connaît même pas encore, mais on sait quelle aurait dû être l'image parfaite. Et donc le réseau de neurones continue d'apprendre, et ce qui fait qu'au gré du temps, on aura toujours une constante évolution de nos algorithmes à chaque fois qu'on sortira une nouvelle version. Jules, chez Fujifilm, donc vous avez cette fameuse simulation de pellicule. Est-ce que tu as vu avec le temps des nouvelles pellicules arriver qui n'auraient peut-être pas pu exister parce que la technologie n'était pas prête? Alors aujourd'hui, on a souvent des pellicules qui arrivent, enfin des simulations de films qui arrivent sur une génération de capteurs ou de processeurs qu'on n'a pas où c'est pas forcément évident de l'implémenter sur les anciennes générations. Avec de l'optimisation logicielle, avec de l'optimisation, on arrive de plus en plus à les transposer sur les générations précédentes. Après, quel est le rapport en fait de la puissance de calcul de départ
qui est nécessaire pour créer une simulation de film. Je ne suis pas ingénieur et je ne travaille pas au Japon, sinon je ne serais pas là pour parler avec vous. Mais, donc je ne pourrais pas te répondre précisément là-dessus, mais je pense qu'évidemment, avec la finesse des couleurs qu'on peut atteindre, avec la précision de nos capteurs qui est de plus en plus importante, de toute façon, il y a des dégradés de couleurs, des recherches, même simplement dans la façon de l'échantillonner. C'est-à-dire qu'entre un échantillon en 10 bits à 12 bits ou à 16 bits, tu as une largesse, un panel de couleurs qui change de tout au tout. Et les processeurs aujourd'hui étant de plus en plus puissants, on arrive à avoir des interprétations colorimétriques de plus en plus fines. Oui, complètement, parce que ce qui est déterminant quand même, c'est que grâce à cette avancée technologique en termes de vitesse sur les microprocesseurs, on a vu arriver des nouvelles fonctionnalités. On a vu arriver des choses qui peut-être n'étaient pas possibles auparavant. Moi, je voudrais essayer qu'on se projette dans 10 ans, dans 20 ans, avec toute votre imagination, mais aussi surtout avec votre vécu. C'est qu'est-ce que vous voyez, vous, dans quelques années? À l'ère aujourd'hui, on parle de l'IA générative où on arrive effectivement à annuler un personnage sur une photo, on arrive à créer quelque chose qui n'existe pas. En tant que constructeur, par exemple, vous deux, comment vous voyez l'appareil photo de demain? Ah, tu me l'as bien réservé, celle-là, cette question. Elle est bien mortelle. C'est extrêmement compliqué parce qu'on est dans un paradoxe. Je discutais avec un de nos ambassadeurs qui est photographe de sport et animalier, Francis Bompard, je le cite, parce que c'est quelqu'un d'extraordinaire, qui me disait avec notre A9 Mark III là, qui fait 120 images par seconde avec le fameux capteur Global Shutter qui est quand même un truc incroyable, il me disait c'est pas drôle, c'est pas juste. On rame plus pour faire la photo. C'est-à-dire que je suis plus en train de trouver la surprise que finalement j'ai réussi ma photo, parce que de toute façon, on est sûr de l'avoir. J'ai apprécié à sa juste valeur ce qu'il m'a dit. Donc, voilà. Donc c'est très important. Donc ça veut dire quoi? Ça dépendra des utilisateurs. Aujourd'hui, je pense que voilà, on peut arrêter. De toute façon, on arrivera à un appareil photo avec le moins de mécanique possible. On a déjà enlevé beaucoup de mécanique, moins d'usure, donc plus durable, c'est sûr, c'est évident. Après, au niveau du rendu des couleurs, bon, aujourd'hui, je pense que voilà, ce qu'on veut, c'est des couleurs qui nous plaisent. Donc, tu parlais de toutes les simulations de films. Alors, ça, c'est spécifique à Fuji. Nous, chez Sony, à chaque génération, on améliore, mais on n'a pas besoin de plus de puissance processeur. C'est uniquement des choix stratégiques de rendre le ton cher, la peau, les verres, etc., pour que ça devienne plus agréable pour tout le monde. Et on peut le faire déjà dans le boîtier. S'il vous plaît, ne laissez pas votre boîtier en standard. Il faut choisir son intention. Faites du noir et blanc, faites du saturé. Je pense que c'est ça. Et après, derrière, il y a la post-prod, ou si on est en RAW, on n'a pas expliqué le RAW. On va l'expliquer. Voilà, mais effectivement, derrière, on a une grande souplesse pour aller plus loin. Et je pense que l'avenir, il est là. Je pense qu'en termes de rendu de couleur, ça va évoluera, mais voilà, ça ne va pas être une révolution. Mais il y aura de moins en moins de mécanique. On pourra monter de plus en plus haut dans les ISO, ce qu'on fait déjà naturellement, mais on pourra améliorer en post-prod. Voilà, c'est un combo de toute façon matériel, logiciel qui est obligatoire. Jules, toi, tu vois comment l'appareil de demain? Parce que toi aussi, tu y as droit finalement en tant que chez Fujifilm. Déjà, j'espère le voir. Non, la question est effectivement complexe et Fabrice apporte un bout de réponse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable de faire des folies technologiques déjà aujourd'hui. La principale réponse, elle va dépendre des besoins en fait. Est-ce que l'appareil photo de demain sera l'appareil photo dont on peut faire ce qu'on veut? Est-ce que l'appareil de demain sera l'appareil photo où, par exemple, avec du génératif et du prompt, on va lui dire en fait je veux tel résultat d'image et il va nous faciliter la tâche? Ce qui serait malheureux. Dans... Au secours. Ouais, non, ce serait terrible. Mais en fait, on arrive de plus en plus à ça par plein de biais différents. Est-ce que demain, c'est au contraire un appareil qui nous offre un panel d'opportunités absolument infini? Et dans ces cas-là, ça va demander encore plus d'expertise des photographes pour aller chercher l'image qu'ils veulent au final. Est-ce que c'est un appareil photo qui va prendre la forme d'une lentille de contact? En fait, on n'en sait rien. On a beau extrapoler, et encore une fois, si on avait la réponse, on ne serait pas au Salon de la photo de Paris. C'est pas faux. Je vais quand même aussi me tourner vers toi, Jean-Marc, même si toi, tu es aux côtés... Enfin, même... Pardon. Ça m'intéresse l'appareil de demain. Surtout. Est-ce que, justement, on peut imaginer que des logiciels fabriqués, par exemple, par DxO, est-ce qu'on peut les imaginer à l'intérieur des futurs appareils photo, par exemple? Alors,
Compte tenu de ma position, je peux difficilement répondre de manière précise à ça. Donc vous imaginez bien, moi mon travail c'est d'imaginer la roadmap. Je ne suis pas au Japon, effectivement, DxO c'est une société française. Donc la roadmap elle se fait ici en circulant, en discutant avec tout le monde, avec des amis, etc. Ça fait partie des choses qui sont évidemment envisageables. Je ne peux pas dire qu'elles sont envisagées, parce que ça, ce serait déjà dévoiler quelques actions. En tout cas, c'est envisageable, pardon, lapsus peut-être. Et l'idée derrière, c'est effectivement que les algorithmes, aujourd'hui, sont extrêmement gourmands en puissance de calcul. Il y a quelques années, on faisait tourner sur du CPU. Ensuite, on a eu recours à du GPU, donc on utilisait les composants graphiques parce que c'est du massivement parallèle. On n'avait pas besoin de séquencer, surtout que les résolutions deviennent extravagantes. On est à 100 millions de pixels sur un GFX. Voilà, c'est beaucoup trop compliqué de traiter en séquentiel. Ça va prendre plusieurs minutes, y compris sur un i9, quelque chose comme ça. Donc le GPU a été un premier recours. Utiliser la carte graphique en quelque sorte. Et puis désormais, on a les NPU, donc les Neural Processing Unit, avec le M1, le M2, le M3 sur les Mac. Et ça permet d'obtenir des résultats jusqu'à 10 fois plus vite par rapport à du CPU de naguère. Aujourd'hui, dans un boîtier, tu parlais tout à l'heure de techno en 3 nanos, alors je ne sais pas si ça parle à tout le monde, 3 nanos, c'est le pas de gravure sur le silicium qu'il y a principalement dans votre smartphone. C'est là que le game se joue. Le smartphone a de l'avance sur le reste. Ensuite, les fondeurs de silicium, ils se disent, bon, alors maintenant, on a arrosé le monde avec 1 milliard de smartphones, il y a quoi d'autre? Ah, il y a 100 000 boîtiers photo. Oh, c'est pas beaucoup ça, mais bon, on va essayer de répondre à Sony, à Fuji et les autres qui ne sont pas avec nous là maintenant. Et donc, de fait, eux, ils n'ont pas accès aux 3 nanos tout de suite. Ça prend quelques années. Et donc le boîtier, à l'intérieur d'un boîtier, on a beau mettre, y compris sur les porte-avions qui ont de multiples processeurs à l'intérieur, un pour le focus, un pour le traitement de la dynamique, etc. On n'est pas encore à ces capacités de puissance qu'il peut y avoir dans un MacBook. Donc de fait, pour pouvoir intégrer des algorithmes aussi puissants qu'un Deep Prime à l'intérieur d'un boîtier, c'est pas pour tout de suite, et c'est peut-être ça l'appareil de demain. Le moment où il y aura du 3 nano ou du 2 nano ou du 1 à foison à l'intérieur des boîtiers, on sera capable de faire tourner des algorithmes qui, encore une fois, auront évolué au gré des années, puisqu'ils passent leur temps. Là, pendant que je vous parle, on continue de les faire évoluer. Oui, et puis on aura aussi résolu le problème de chauffe, de température. Absolument, la puissance requise pour tout ça va de pair avec le pas de gravure, évidemment. Exactement. Merci pour cette simulation de la part. Oui, je peux ajouter une chose, mais c'est extrêmement. Jean-Marc, ce que tu dis est extrêmement intéressant parce que c'est vrai que dans les boîtiers, on n'a pas d'OS. Il n'y a pas d'operating system, il n'y a pas un Windows, il n'y a pas un Linux, il n'y a pas un Android, il n'y a pas un iOS. Et c'est vrai que toute la programmation, même si je ne connais pas forcément les détails, c'est direct hardware. D'accord. Alors après, un ingénieur m'a expliqué qu'aujourd'hui, si on avait une plateforme intermédiaire en termes d'OS, on perdrait en termes de rapidité de commande. Absolument. Voilà, c'est-à-dire qu'on donne une commande dans un programme, il faut qu'elle soit interprétée par l'OS et il faut qu'elle soit délivrée au hardware. Et en fait, c'est trop lent. Même avec les processeurs rapides, c'est juste une histoire de programme, sous-programme, sous-couche de programme. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les appareils photo doivent être en direct pour avoir une réactivité meilleure. Mais c'est vrai que voilà, la notion de plateforme un peu polyvalente, c'est une piste intéressante. Bien, on a refait le monde de la photographie en quelques minutes là. Quels sont les... Je voudrais parler en 2 mots parce que vous avez eu la gentillesse de venir sur ce plateau. Les actus du moment chez vous. On va commencer par toi, peut-être Fabrice. Tu l'as cité il y a quelques instants, mais je pense que tu vas reparler de lui. Alors on a toujours des actus, de toute façon. Mais c'est vrai que l'actu la plus intéressante, c'est notre boîtier pro, l'Alpha 9 Mark III, qui inaugure... Enfin, on a souvent, de par l'histoire, Sony fait des ruptures technologiques avec... l'hybride plein format, le premier capteur rétroéclairé, comme on dit, BSI, qui n'est pas rétroéclairé, mais qui est meilleur en ISO, la première puce IA, etc. Et là, on fait le premier global shutter. Alors, c'est une technologie qu'on connaît dans le domaine industriel, mais c'est la première fois qu'on le met sur un boîtier,
photo. Donc ça ouvre des portes incroyables, c'est-à-dire plus de rolling shutter, plus d'obturateur mécanique, une vitesse colossale avec des RAW photos à 120 images par seconde, mais pas de restriction, c'est-à-dire il y a en même temps du suivi AF, et en même temps du RAW, du JPEG, on fait ce qu'on veut. Et on peut faire aussi de la capture anticipée, des pré-captures. Voilà. Donc ça, c'est aujourd'hui ce qu'on pousse comme technologie et ce qui montre un peu ce que peut être demain. Faire des photos incroyables, des photos impossibles, et les réussir presque à chaque fois. Ce que disait Francis, c'est pas du jeu. Il n'y a même plus de challenge. Voilà. Mais voilà, c'est ça la technologie, en tout cas, que l'on porte aujourd'hui, récemment, juste avant les JO. Juste avant que tu nous donnes ton avis sur l'appareil du moment, il y a un point qu'on n'a pas effectivement abordé, c'est l'histoire du RAW et du JPEG. On sait très bien, aujourd'hui, on a besoin de consommer de l'image. L'image, il faut qu'elle soit légère en termes de poids, en nombre d'octets. Et c'est aussi pour ça que le JPEG ou les nouveaux formats qui sont arrivés permettent, par exemple, à des photographes reporters d'envoyer très très vite à leur agence les photos parce que le poids est léger. Et c'est vrai qu'un RAW, non seulement il n'est pas encore dématricé, et donc le contraste, la lumière, la saturation n'est pas encore appliquée, et en plus, ça prend beaucoup de place. Il y a la 5G quand même aujourd'hui qui commence à bien fonctionner, donc on peut transmettre du RAW. Tu connais la fibre optique Mais quand vous êtes sur un... Bon d'accord, allez, c'est bon, vous avez raison. Quand par exemple, chez Fuji, il y a une simulation de film qui est faite, l'image qui est restituée, elle est restituée dans quel format? Elle est restituée en RAW ou elle est restituée en JPEG? La simulation de film n'impacte que ton JPEG. Ton RAW, ça reste ton fichier brut, c'est ton fichier originel. La simulation de film, elle arrive sur l'aperçu de ton JPEG en fait. En revanche, si j'ai bien compris, quand on reprend certains logiciels, comme par exemple un Capture One, Bien sûr. eh bien, Aujourd'hui, la simulation, directement. voilà, Tu peux on les est remettre d'accord, par-dessus. ou, y compris, un Photolab, on a Elles sont également cette directement possibilité-là. On a des possibilités, effectivement. Alors, il se trouve que chez DxO, on ne fait pas que Photolab. On a plusieurs produits. On a des produits qui émulent du film, que ce soit du Fuji ou d'autres marques, hein, puisqu'il y en a eu d'autres quand même. On va en parler juste après, absolument. Et donc, ça fait partie, j'anticipe peut-être la question sur l'actualité, mais effectivement, chez DxO, nous avons Photolab, qui est le vaisseau mère, dont la dernière mouture est sortie il y a 3 semaines, Photolab 8. On va avoir dans 96 heures une nouveauté également. Et puis, on continue avec Puro. Donc, Puro, c'est le petit frère de Photolab qui est uniquement dédié, notamment à ceux qui ne veulent pas adopter ou changer de workflow. Ils sont sur Lightroom, mais ils lorgnent comme ça sur les technologies qu'apporte DxO, que ce soit dans les compensations optiques, y compris notre fameuse compensation du piqué, du manque de piqué optique, parce que les fabricants font ce qu'ils peuvent, mais la limite de la physique est ce qu'elle est. Eh bien, on a, grâce aux caractérisations en laboratoire, la possibilité de restituer du piqué de manière radiale, avec un gradient radial, puisque une optique n'est pas aussi sharp au centre que dans les coins. Alors, pour ne pas faire de jaloux, je vais parler des drones. Un drone, c'est un truc léger, avec des lentilles en plastique. Et donc, forcément, la qualité de l'optique dans un drone est relativement faible. Eh ben, on va faire des miracles en termes de reconstitution du piqué optique dans les coins, sur de la photo aérienne, sur des drones, quelle que soit leur marque. Donc ça, c'est aussi l'apanage de Photolab de Puro. Puro fait du traitement du capteur via le dématrissage et denoising et les traitements optiques. On a aussi Viewpoint, qui est un logiciel qui va pouvoir reconstituer, par exemple, émuler ou simuler un tilt shift pour 1/10 du prix d'un tilt shift. Voilà, ça c'est une solution qui est un adjuvant à Photolab et qui permet de simuler par exemple un effet miniature, comme avec un tilt shift, de reconstituer des perspectives et également de compenser, ça c'est un algorithme unique chez DxO au monde, c'est la déformation de volume, ce qu'on appelle aussi l'anamorphose de volume. Vous avez tous pris des photos de groupe où les gens qui sont bord cadre ont une tête ovoïde. Eh bien, sachez que nous avons un logiciel qui s'appelle Viewpoint, qui est le seul au monde capable de compenser cet effet-là et de faire que pendant le mariage, les invités qui sont moins proches de la famille et qui sont au bord font moins la tronche dans les deux sens du terme, puisqu'on va leur donner une tête normale. Voilà. Merci. Allez, dernier petit point, l'actu chez Fuji.
Actu chez Fujinon, chez Fujifilm, plus que chez Fujinon. Simplement, on parlait de C'est pas juste tout à l'heure. Notre capacité technologique ces derniers temps, c'est de démocratiser et de miniaturiser le moyen format. Le GFX100 S2 est arrivé en mai dernier. On reprend notre capteur de 100 millions de pixels avec toutes les dernières technologies de détection de phase, avec la stabilisation du capteur, et toute la qualité d'image qui fait l'ADN du GFX, dans un boîtier toujours plus petit, toujours plus léger. C'est aujourd'hui ce qui nous importe le plus. Et dans 96 heures, on aura également quelques petites nouveautés qui vont arriver, donc je vous invite à faire attention à ça. Bon, beaucoup d'actu qui impatients. vont arriver. Moi, je reste là. Merci messieurs, en tout cas pour cette avancée. Merci, C'était un Alexis. petit peu technique, on le reconnaît, mais c'est quand même très intéressant de se dire que si aujourd'hui on a une facilité pour réaliser quand même des photos, c'est aussi parce que la technologie a avancé. J'espère que vous en savez un petit peu plus. Je vous invite bien sûr à vous abonner à la chaîne Lovelight. N'hésitez pas à aller voir, il y a énormément de documentaires. On est en train de passer des partenariats avec l'INA notamment et avec également d'autres diffuseurs pour aller voir du programme autre que simplement des tests de matériel. Ça se passe sur lovelight.tv. J'espère que vous avez passé un bon moment et je vous dis à très vite. Bisous. Merci. Merci, Alexis.